Bonjour. Section 2, préparation au travail et l'accouchement. Mon nom est Lucie Guimard, je suis infirmière clinicienne en spécialisée en périnatalité au CIS de Laval depuis au moins 35 ans. Maintenant, nous sommes rendus à parler de l'arrivée à l'hôpital. Donc, vous êtes en travail et vous arrivez à l'hôpital. Qu'est-ce qui va se passer? Pour commencer, évidemment, on va vous diriger vers une chambre de naissance. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, si vous arrivez et que vous ne semblez pas en travail, ça se pourrait, pour différentes raisons, qu'on vous mette dans une chambre où il y a 2 lits, juste pour que les infirmières s'assurent que vous êtes bel et bien en travail. Mais si vous êtes en travail, que vous arrivez, que pendant que vous êtes au devant de la station des infirmières, vous devez faire une pause le temps que la contraction passe et qu'on vous voit faire des respirations, prendre votre temps, que vous êtes incapable de parler pendant une contraction, ben on est sûr ou à peu près sûr que vous êtes en vrai travail. Donc, on va vous diriger vers une chambre de naissance. On va vous refaire un questionnaire, même si le médecin a déjà rempli son questionnaire, lui, au bureau et qu'il l'a envoyé au centre hospitalier. Il demeure pour moi qu'on va quand même vous redemander certaines questions. On va vous faire un toucher vaginal pour un examen. Donc, certains hôpitaux, c'est un résident ou un interne qui va le faire. Dans d'autres hôpitaux, c'est l'infirmière du département qui va vous examiner. C'est elle qui va aussi appeler le médecin traitant. C'est elle qui sait quel médecin de garde, c'est qui qu'elle doit appeler. Donc, vous n'avez pas à contacter le médecin vous-même avant de partir de la maison. Et pour certains hôpitaux, on va même commencer une perfusion intraveineuse, mais la plupart vont seulement mettre un cathéter au niveau de la veine, juste pour ouvrir la veine et s'assurer que si on a besoin de médication ou d'un soluté, que la veine est déjà ouverte. Donc, il y a plusieurs hôpitaux qui vont faire ça. Ils ne vont pas mettre le soluté, mais ils vont seulement ouvrir la veine. On met un médicament anticoagulant à l'intérieur juste pour s'assurer que ça ne va pas bloquer. Et si plus tard on a besoin, ben on a déjà la veine qui est ouverte. Surveillance fœtale, évidemment, qu'il y a certains hôpitaux qui vont faire une auscultation intermittente et d'autres qui vont mettre un moniteur fœtal externe ou interne. Vous voyez ici, l'auscultation intermittente, ça veut dire quoi? C'est un Doppler, comme le médecin prend lors de vos visites à son bureau pour écouter le cœur fœtal. Le temps, habituellement, on l'écoute pendant 15 à 20 secondes, mais quand vous arrivez à l'hôpital, habituellement, on va le faire pour une bonne minute. Donc ça, c'est l'auscultation intermittente du moniteur fœtal externe. C'est ce que vous voyez sur la diapo. Donc, c'est un moniteur, une machine. Pour certains hôpitaux, c'est électronique maintenant. Vous allez voir un écran sur le mur qui va vous montrer finalement le bout de papier que vous voyez, ou en tout cas l'image de papier que vous voyez sur la diapo. Ça va être à l'écran. Pour d'autres, ça va être un papier qui va dérouler comme vous voyez à l'écran. Donc, le moniteur externe, c'est 2 ceintures. Il y en a une qui est mise en haut, donc au niveau du fond utérin. C'est celle-là qui va capter la contraction. Il y a un petit capteur en dessous de la partie ronde que vous voyez en haut du ventre, qui est sous la partie ronde. Et quand l'utérus devient dur, va pousser sur ce petit capteur-là. Et c'est ce qui va faire monter le crayon pour faire une genre de montagne que vous voyez en bas de l'écran, là, sur l'image du papier que vous avez là. Donc, dès que l'utérus devient dur, ça pousse sur le capteur et ça fait monter la petite montagne. Il faut bien faire attention en rapport avec ça, dans le sens où si la femme a une épaisseur de masque, excusez-moi, une épaisseur de gras, donc de masse graisseuse sous la peau, entre l'utérus et la peau, très, très, très importante. Donc, si on parle d'obésité morbide, on va bien comprendre que le capteur ne sera pas capable de sentir la dureté de l'utérus parce qu'il y a trop de gras entre l'utérus et la peau, ce qui fait que la montagne qu'on voit en bas sur le papier, il n'y en aura pas. Le capteur ne sera pas capable de capter ça et ça ne veut pas dire que la cliente n'est pas au travail, ça veut juste dire qu'il n'est pas capable de le capter. D'un autre côté, si la cliente n'a absolument aucune masse graisseuse, c'est-à-dire qu'elle est vraiment juste la peau, après c'est l'utérus, puis après c'est son bébé, ben à ce moment-là, elle pourrait être en faux travail, puis on va voir des immenses montagnes monter jusqu'en haut de la milieu de la feuille, et après ça redescendre. Et ça nous donne juste le fait que son utérus durcit très bien. Et on peut voir à ce moment-là, les contractions sont à quel intervalle et elles durent combien de temps.
La partie du haut du papier, ou en fait de l'écran que vous voyez sur la diapo encore une fois, c'est le cœur du bébé. Alors ça, c'est la ceinture du bas que vous voyez qui est comme turquoise. Lui, on va le mettre sur l'épaule gauche habituellement du fœtus, et parce que le cœur est juste à côté. Et on va entendre le cœur du genre toutou, 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 toutou. Ça, c'est un moniteur externe. Je vous ai fait une petite imitation du son. Et le cœur du bébé devrait être entre 120 et 160 battements par minute. Il faut bien comprendre qu'un bébé, ça bouge, ça se tourne, ça s'étire. Comme un peu vous-même, si vous êtes en train de courir, votre cœur va avoir accéléré. C'est la même chose pour le bébé. Alors, on veut voir une variabilité au niveau du cœur fœtal. C'est ce qui fait on va toujours avoir un chiffre qui va changer à toutes les secondes, donc 139, 140, 145, 130, 145, 142, 130. Et si le bébé part à bouger, bien, ça se peut que ça monte à 158, 160, 147, 158, un petit peu plus haut parce que, comme nous, quand il bouge, son cœur va accélérer et c'est ce qu'on veut voir. Ça veut dire que le bébé a une bonne variabilité au niveau de son rythme cardiaque et c'est très bien comme ça. Donc, on va laisser le moniteur fœtal externe pendant environ une vingtaine de minutes parce que l'infirmière veut vraiment avoir une idée de comment le bébé réagit au moment de la contraction. On peut le voir en bas quand on a une montagne qui monte. Donc, moi, j'appelle ça une genre de vague. La montagne monte. Bien, on peut voir vis-à-vis en haut, c'est quoi que le bébé fait au niveau de son rythme cardiaque. Est-ce qu'il décélère? Est-ce qu'il accélère? Est-ce qu'il reste pareil? Donc, c'est toute l'évaluation que l'infirmière va en faire quand elle va revenir dans la chambre. Et si au bout de 20 minutes, elle n'est pas revenue, puis que vous aimeriez bouger, vous aimeriez vous lever et circuler, sonnez, elle va venir vous l'enlever, c'est certain. Donc, on sait très bien que dans les modules de naissance, il y a souvent beaucoup d'achalandage, ce qui fait que l'infirmière parfois peut avoir oublié de venir vous l'enlever, mais n'hésitez pas à l'appeler pour qu'elle. Le moniteur fœtal interne, lui, il est plus rarement utilisé. C'est le même moniteur que l'autre que vous avez vu, externe. La seule différence, c'est qu'on enlève la ceinture du bas, celle qui captait le cœur du bébé, parce qu'on ne le fera plus de façon externe, on va le faire de façon interne. Pour ce faire, il faut absolument que la poche des os soit crevée. On peut le voir, il y a un petit électrode qui est comme attaché à la tête du bébé. Et c'est ce qui va capter le cœur par la pulsation dans les vaisseaux sanguins. Donc, il y a un petit capteur qui va être mis aussi au niveau de votre cuisse à la place de la deuxième ceinture qui est au bas du ventre. Donc, vous n'aurez plus cette ceinture-là, vous allez seulement avoir celle qui capte la contraction utérine et vous allez avoir celle-là au niveau de la jambe. Et là, on va avoir la même chose, un battement cardiaque de façon plus électronique. Et au lieu de faire toutouk toutouk, ça va faire très bonne imitation. Alors voilà. Bon, quand on parle des stades du travail, on va en parler. Je vais, dans cette section 2, on parle surtout des stades, les phases, les différentes phases. La participation du partenaire, je vais en parler beaucoup plus dans la section 3. Donc là, on va plutôt défiler les stades du travail avec les différentes phases. Puis, dans la section 3, on va aboutir ça avec, à chaque phase, qu'est-ce que le partenaire peut faire pour aider sa conjointe. Alors, la première étape, c'est la phase de latence, la deuxième, la phase active et la troisième, la phase de. Bon, la première étape, la phase de latence, le fameux 1 à 3 cm que je vous parlais. Ce 1 à 3 cm-là, on espère que vous allez le faire à la maison le plus possible. Et c'est là où je vous parlais de savoir ce que le médecin vous avait donné comme résultat au moment du dernier examen interne, quand vous avez été le voir. Et à ce moment-là, déjà en partant, ça vous donne une idée d'où vous partez. Une phase de latence qu'on part de 0, on sait que ça peut aller jusqu'à 12 heures. On le voit bien à gauche sur le petit panneau que vous voyez devant vous. On dit que ça peut aller jusqu'à 12 heures. Ça peut être plus court, évidemment, mais ça pourrait aussi être plus long. Donc, une femme qui commence son travail, mais que les contractions ne sont pas régulières, ne sont pas très fortes, mais que c'est un vrai travail, les contractions ne sont pas arrêtées. Il y a beaucoup de variantes à l'intérieur de ça. Mais juste pour vous dire que quand vous êtes rendu à 3 cm, la façon que la femme peut savoir sans avoir été examinée, si vous êtes chez vous puis vous vous demandez à combien je peux être, vraiment la seule façon, c'est si moi je vous parle au téléphone puis que vous avez une contraction puis vous me dites attends une minute, j'ai une contraction, je ne peux pas te parler et que vous arrêtez de me parler pendant la contraction pour respirer, pour être capable de vous concentrer sur votre respiration, bien, à ce moment-là, je vais savoir que vous êtes probablement rendu pas loin du 3 cm.
Parce que le 1, le 2 centimètres, vous allez me parler pendant une contraction. Vous allez juste me dire, oh, j'ai une contraction présentement, puis vous allez continuer à me parler. Donc, c'est comme ça qu'on est capable, en arrivant au bureau des infirmières, quand vous allez arriver au département, je vous l'ai dit tantôt, si on voit que vous nous parlez, vous êtes capable de répondre à nos questions, puis que vous êtes vous-même, vous nous dites, ben là, j'ai une contraction présentement, puis ben c'est ça, ça a commencé, puis vous continuez à parler pendant la contraction, les infirmières vont vraiment avoir un gros doute sur où vous êtes rendu au niveau de votre phase de latence, et on va même penser que vous n'êtes peut-être même pas en vrai travail. Mais si vous arrivez avec vraiment un sourire moins facile, surtout si vous avez une contraction, puis là, vous nous dites non, on ne parle pas d'une seconde, vous me faites signe avec votre main ou quoi que ce soit, c'est certain que là, je suis presque sûr que vous êtes en travail actif et on va vous diriger vers la chambre de naissance. Donc, c'est sûr que la phase de latence, si vous pouvez bouger, vous pouvez regarder des films. Bon, on peut manger aussi, on mange léger. Tant aussi longtemps que vous êtes chez vous, on vous recommande de vous hydrater, évidemment, donc de boire de l'eau, de boire des jus si vous en avez le goût. Moi, je suggère beaucoup aux gens d'acheter des jus et de les mettre au congélateur. Donc, ça peut faire des bons popsicles, entre guillemets, ou des slushs. Donc, on prend ces jus-là, on les met dans le blender, si on peut dire ça comme ça, dans le mélangeur, pour faire en sorte que ça fasse de la slush. Et les femmes aiment beaucoup ça, prendre ça à la cuillère quand elles sont en travail. À l'hôpital, on va vous servir de la glace concassée dans un verre. Donc ça, rendu à l'hôpital, vous n'avez plus besoin d'avoir ce genre de drink-là, puisqu'on va vous offrir cette glace-là. Mais de la phase de latence, vous allez juste manger et boire comme à l'habitude. Je ne vous suggère pas de manger une grosse pizza, je ne vous suggère pas non plus de manger un gros steak. On ne veut pas surcharger votre estomac parce que dans les heures qui vont suivre, ça se peut fort bien que vous ayez un peu de nausée, mal au cœur et vomir pendant qu'on est en travail, c'est vraiment pas agréable. Donc, restez, si vous savez que vous êtes en vrai travail, vous avez pris votre bain, vous avez fait vraiment tout ce qu'il y avait à faire pour le savoir, ben, restez avec une diète légère. Donc, on mange une toast, on prend un bol de soupe, un bol de céréales, mais on ne va pas ingérer un gros repas. Parce que dès que vous allez rentrer à l'hôpital, on va arrêter habituellement de vous donner des repas. Ça n'empêche pas que vous pouvez vous apporter quelques petites collations, mais il faut que ça soit très léger. Le stade maintenant du travail, c'est-à-dire la phase active, celle qui est de 3 à 7 cm. Je peux vous assurer que les femmes qui passent de 3 à 7 cm ne sont plus à la maison. Elles ne veulent pas rester à la maison. Et je dis toujours, quand je donne les cours prénataux, messieurs, si vous voyez votre conjointe qui ne veut plus partir de la maison, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'elle est rendue après le 3 cm. Une femme qui dépasse le 3 cm veut, on appelle ça faire un nid. Elle désire se concocter un endroit où elle va se sentir sécure, où elle va se sentir bien. Et souvent, elle ne veut plus sortir de sa chambre ou j'ai déjà eu une femme qui ne voulait plus sortir de son bain, elle était bien, mais quand on l'a sortie pour être capable de dire on s'en va à l'hôpital, elle était déjà rendue à 7 cm. Donc, c'est très important. Quand vous voyez que vous ne pouvez plus parler pendant une contraction, vous vous rendez à l'hôpital, vous n'attendez pas. Même si vous vous sentez bien, il y a des femmes qui se sentent bien, qui se sentent confiantes, qui se disent, ben oui, je ne parle plus pendant ma contraction, mais entre la contraction, je me sens super bien. Ben oui, c'est sûr, mais peut-être qu'éventuellement, vous ne vous sentirez pas bien à monter dans une voiture, à aller sur la route, à descendre à l'hôpital, à monter dans l'ascenseur, à aller vous faire installer dans une chambre si vous êtes en travail actif. Donc, je vous suggère vraiment de vous en aller à l'hôpital quand vous commencez votre phase active. Donc, définitivement, au moment où votre travail vous demande d'arrêter de parler pendant une contraction. Alors, très bien maintenant le petit diagramme qu'on voit là. La phase active, le 3 à 7 cm, peut durer environ 6 heures, mais peut durer moins longtemps que ça, comme elle peut durer plus longtemps. C'est vraiment une généralité. Là, on fait un genre de synthèse ou de moyenne. C'est la moyenne, ça va être autour de 6 heures. Bon, les contractions vont être plus rapprochées. On parle de 2 à 5 minutes, mais je vous dirais la phase active, c'est à peu près ça, 3 à 5 minutes. Habituellement, plus de 3 minutes que de 5, mais c'est variable. On le sait très bien qu'un travail, c'est pas comme une horloge. Oui, vous allez avoir des contractions de plus en plus rapprochées au fur et à mesure que vous allez vous en aller vers le 10 cm, mais elles vont surtout être de plus en plus intenses.
Donc, elles vont durer un peu plus longtemps. On voit ici qu'elles durent 45 à 60 secondes et elles viennent aux 2 à 5 minutes. Il faut bien comprendre, si elles durent 60 secondes, ça veut dire qu'elles durent 1 minute. Et si elle vient aux 2 minutes, ça veut dire qu'on commence la contraction, 1 minute, on a 1 minute de pause et on recommence avec une autre contraction. C'est très exigeant. On voit la dame à droite qu'elle n'a pas trop le sourire. Donc, ces femmes-là, quand vous êtes en travail actif comme ça, habituellement, vous aimez mieux être dans votre chambre. Vous voulez rester dans votre cocon. Ça vous tente moins de marcher à l'extérieur dans le corridor. Mais je vous recommande fortement de ne pas rester au lit, de vous prendre le ballon, des ballons de naissance dans tous les hôpitaux où vous allez aller et de changer de position le plus que vous êtes capable. Mais le 3 à 7, c'est là aussi où s'il y a épidural, c'est là qu'on va l'avoir. S'il y a à avoir un analgésique quelconque, ça sera à le même temps. 0 à 3, habituellement, on ne donne pas l'épidural, on ne donne pas d'analgésique. C'est vraiment dans la phase active qu'on va le faire, le 3 à 7 cm. Et c'est dans cette phase-là aussi, messieurs, que vous allez être très, très en demande pour aider votre conjoint, que ce soit pour lui donner de la glace, pour lui donner de l'eau, pour lui donner une débarbouillette d'eau fraîche parce qu'elle va avoir chaud. Quand on fait des respirations à toutes les 2 minutes, évidemment que ça demande vraiment une grande énergie. Et souvent, madame, entre les contractions, elle va vouloir boire de l'eau, etc. C'est souvent et tout le temps entre les contractions qu'on peut offrir des choses à votre conjoint. Pendant la contraction, on la laisse respirer, on la laisse faire se concentrer sur sa contraction, on ne l'interrompt pas, on n'essaye pas de lui parler, on reste à côté d'elle, on lui l'encourage, mais on ne lui parle pas pour qu'on ait une réponse, elle ne vous en donnera pas. On va en parler dans les méthodes alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au niveau des massages et autres. La phase de transition, qui est le 7 à 10 cm, ça, c'est la phase la plus intense, mais la plus courte habituellement. Quand on parle, on dit que ça peut durer quelques minutes à quelques heures. Pour un premier bébé, habituellement, la phase de transition est variable et c'est effectivement vrai. Dépendamment de comment rapidement vous vous êtes rendu à 7 cm, ça nous donne une idée de à combien de temps ça va prendre pour vous rendre à 10 cm. Une femme pour qui le 3 à 7 a été très rapide, genre 2 heures, ben, on s'attend à ce que le 7 à 10 soit encore plus rapide. Donc, habituellement, le médecin va être appelé à 10 cm parce que rendu à 10 cm, il faut que vous commenciez à pousser. Alors, il a le temps de se rendre sans problème, ne vous inquiétez pas. Mais la phase de transition, le 7 à 10, elle est très exigeante. Les contractions peuvent durer jusqu'à 1 minute et demie. Elles sont aux 2-3 minutes. Donc, ça vous prend vraiment, messieurs, être à côté de votre conjoint, de la soutenir, de l'écouter entre les contractions, qu'est-ce qu'elle veut. Parfois, vous avez même la sensation, mesdames, de vouloir pousser avant le temps. Donc, l'infirmière va être proche de vous. Elle va venir vous examiner. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir des examens internes régulièrement. Et si vous vous approchez du 10 cm et que vous ne pouvez pas pousser, on va vous coacher, on va vous dire quoi faire pour ne pas pousser. Je ne vous montre pas ça à travers un diaporama. C'est l'infirmière qui sera dans votre chambre qui pourra vous montrer comment faire pour ne pas pousser et votre conjoint ou l'accompagnateur qui sera avec vous, que ce soit un parent ou un frère, sœur, qui que ce soit, pourra le faire pour vous aider à ne pas pousser à ce moment-là. Mais vous savez, quand on arrive à 10 cm, c'est une grande victoire. Vous êtes contente, vous ne subirez plus les contractions. Vous allez maintenant pouvoir participer à faire pousser le bébé, donc la poussée, qui est le stade 2. Lui, il va durer quelques minutes pour un deuxième, troisième bébé à quelques heures. OK, il y a des femmes pour qui ça va prendre 2, 3 heures avant d'être capable de pousser leur bébé. Il y en a d'autres, ça va prendre 1 heure. En moyenne générale, si la femme n'a pas eu d'épidural, ça va prendre environ 1 heure, 1 heure et demie pour un premier bébé. Un premier bébé sous épidural, ça peut prendre 2 à 3 heures. Ça peut aller jusque-là. Il y a des femmes qui ont un périnée très, je dirais, des fibres musculaires très souples qui vont être capables de pousser beaucoup plus rapidement. Mais il faut aussi comprendre, mesdames, que vous devez apprendre à pousser. C'est la première fois que vous aurez à pousser de cette façon-là. Et la société d'aujourd'hui nous aide pas beaucoup parce que personne ne vous a montré à pousser ou à uriner ou à faire une selle les jambes écartées devant un médecin. En tout cas, vraiment, là, on fait bien des farces quand je donne ce cours-là parce que les clientes partent à rire dans ce temps-là, mais il faut bien comprendre que c'est ça qu'on vous demande. Là. Vous êtes couché sur le dos la plupart du temps, à moins que votre médecin ait accepté que vous puissiez accoucher sur le côté.
La plupart des médecins n'acceptent pas que vous accouchiez accroupi. Ça dépend toujours du médecin. Il faut que vous en discutiez avec votre médecin avant d'arriver là. Donc, je vous recommande fortement de le faire entre 36 et 40 semaines auprès de votre médecin. Si vous désirez avoir un accouchement qui sera selon votre confort, ben, il faut que le médecin accepte ça. Maintenant, si vous voulez vraiment pousser le plus rapidement possible, ben, la seule façon, c'est d'écouter le personnel infirmier et votre médecin qui vont être dans la chambre avec vous pour vous coacher, pour vous soutenir dans les efforts que vous allez faire pour pousser. Mais il faut donner le temps et il ne faut pas se décourager non plus. Tout le monde est très encouragé dans ce temps-là, puis vous êtes vraiment très participative. La seule différence, c'est que parfois, rendu à 10 cm, le corps prend une petite pause parce qu'il est fatigué et les contractions qui étaient habituellement aux 2-3 minutes peuvent s'espacer et devenir aux 5 minutes. Et vous savez, aux 5 minutes, ça veut dire que vous allez pousser une fois aux 5 minutes. Quand avant, vos contractions étaient aux 2 minutes avant d'arriver à 10 cm. Et là, vous êtes rendu à 10 cm. Puis il y a des contractions qui ne vont même pas durer 1 minute. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps pour pousser. Et c'est ce qui fait que souvent, on va rentrer dans une chambre de naissance où une femme est en train de pousser et tout le monde est en train de parler de leurs dernières vacances. Même la cliente, la femme qui accouche, elle-même est en train de jaser de ça entre ses contractions. C'est assez rigolo, mais c'est effectivement la réalité. Et le corps, éventuellement, va reprendre les contractions, va les remettre un petit peu plus rapprochées. Elles vont devenir plus intenses. Et si au bout d'une heure, il n'y a rien de ça qui est arrivé, l'intensité n'a pas augmenté, vos contractions sont encore aux 5-6 minutes, ce qui peut arriver, le médecin décidera s'il doit vous donner une petite médication pour réactiver le tout ou si on attend encore un peu plus longtemps. Et tout ça, vous savez, le bébé, il est poussé par la contraction. Vous aidez à pousser votre bébé. Mais le bébé, il est passif. Il ne se pousse pas lui-même. C'est pas lui qui décide qu'il se pousse avec ses pieds. C'est la contraction qui le pousse avec l'effort que vous faites en même temps. C'est ça qui fait en sorte que le bébé va descendre dans votre filet. Un coup que le bébé est né, bravo, c'est fait, vous êtes heureux, mon Dieu, la joie est dans la chambre, tout le monde pleure, rit, vous félicite, etc. Et pendant que votre bébé est sur votre ventre, évidemment, le cordon reste attaché à votre bébé, on ne le coupe pas tout de suite. Habituellement, les médecins vont attendre quelques minutes, le temps d'essuyer le bébé, de l'aspirer, de faire en sorte qu'on l'entende bien pleurer, quelques minutes, quelques secondes. La plupart des bébés ne vont pas hurler de façon importante, là. Surtout s'ils naissent, on les essuie bien, puis ils n'ont pas eu de souffrance fœtale, puis vous avez poussé, on va dire, en 1 heure et demie. Le cœur du bébé a toujours été très bien. À ce moment-là, vous allez avoir un beau bébé rosé qui va ouvrir les yeux, qui va vous regarder, mais qui ne pleurera pas de façon assidue et importante. Il va peut-être lâcher un petit whack, mais c'est à peu près tout. Donc, on est vraiment chanceux. C'est souvent dans un calme. On met les lumières tamisées, donc votre bébé va être capable d'ouvrir ses yeux rapidement. On va mettre un petit bonnet sur sa tête. Mais pendant tout ce temps-là, le placenta, lui, est en train de vouloir sortir. Donc, habituellement, entre 5 et 10 minutes, suivant la naissance du bébé, le placenta va être expulsé. Le médecin va peut-être vous demander de pousser, comme vous avez fait pour le bébé, mais c'est sûr que là, on s'entend, c'est une partie molle. Le placenta, c'est vraiment mou. Et pousser pour vous, ça va être très facile. Et le médecin va s'assurer après ça qu'il ne reste aucun morceau à l'intérieur de votre utérus. Il va bien examiner votre placenta quand il est sorti. Et c'est là qu'on peut dire que tout est terminé un coup que le placenta va avoir été sorti. Bon, évidemment, les déchirures du périnée, l'épisiotomie ne se fait pas de façon systématique. On va en parler dans les interventions. Alors, je vous reparlerai de ça dans la section 4 quand on parlera des interventions. Donc, voilà pour cette partie-là, en espérant que ça va avoir répondu aux différents stades. Je vous invite fortement maintenant à écouter la section 3 et la section 4 qui vont venir compléter le tout de cette présentation. Merci. Passons maintenant aux questions pour la section numéro 3. Si ma mère a accouché rapidement, est-ce que moi aussi j'accoucherai rapidement? Malheureusement, il n'y a aucun effet héréditaire sur le fait que votre mère ou quelqu'un dans votre famille ait accouché rapidement. C'est vraiment chacun est individuel et malheureusement, ça n'a aucun impact. Donc, si votre mère a accouché
et que ça lui a pris plusieurs heures, ben, ça ne veut pas dire que pour vous, ça sera la même chose. Et si elle a accouché très rapidement, est-ce que ça sera la même chose pour vous? Malheureusement, pour vous, non. Mais enfin, il n'y a absolument aucun effet d'hérédité à ce niveau-là. Est-ce possible d'être en travail, de ne rien ressentir? Pour un premier bébé, ça serait extrêmement surprenant. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais il y a des émissions qui portent là-dessus, on en a vu». Ouais, mais la plupart des gens habituellement, avaient absolument et le savaient. Il y en a des femmes qui le savaient qui étaient enceintes, mais ne voulaient pas vraiment se l'avouer. D'autres qui avaient une problématique d'obésité morbide où là, on ne sent même pas le bébé bouger. Mais de savoir qu'on est enceinte et de savoir, et de ne pas savoir qu'on est en contraction, non. Il y a des femmes qui ont un seuil de douleur très, très, très élevé. Ça veut dire que ça va en prendre énormément avant de dire, «Ben là, je me sens pas bien, puis je veux m'en aller». Mais par toutes les femmes qui en sont à leur premier bébé vont éventuellement dire: «Ben il y a vraiment des contractions qui me font pas de bien». Bon, chaque femme est différente, où elle ressentent les contractions, où elle ressentent la douleur de la contraction, mais de là à ne rien ressentir, c'est pratiquement impossible. 3e, j'ai peur d'accoucher à la maison. Bon ça, j'ai souvent ça comme commentaire. Ben, il faut surtout pas avoir peur parce que si ça va aussi vite que ça, c'est que vous êtes, vraiment, une femme qui va accoucher facilement, et que tout est allé tellement vite. C'est extrêmement rare et j'aimerais que vous ne mettiez pas toutes, vos énergies à penser à avoir peur d'accoucher à la maison parce que ça va prendre, pas mal plus de temps, que ce que vous pensez, surtout au premier bébé. Alors écoutez, à la minute où vous ressentez des contractions, je l'ai toujours dit, et que, vous n'êtes plus capable de parler pendant une contraction, vous vous dirigez à l'hôpital, vous n'attendez pas, c'est bien important et je vous jure que vous n'accoucherez pas à la maison. Est-ce que je peux mettre ma jaquette personnelle au centre hospitalier? Bon, ça aussi, j'ai eu souvent des femmes qui vont me dire: «Moi, j'aimerais ça, porter mes propres vêtements, ma propre jaquette ou mon pyjama ou quoi que ce soit». Ben, en postpartum, évidemment qu'on vous invite à le faire, mais pour ce qui est pendant le travail et l'accouchement, bon, ben, il y aura peut-être des liquides biologiques, qui, viendront, salir, j'aime pas tellement ce mot-là, mais qui viendront teinter les vêtements. Donc, si, pour une raison ou une autre, vous avez des vomissements ou vous avez le liquide amniotique qui vient mouiller votre jaquette, ben, c'est toujours mieux que ce soit la jaquette de l'hôpital. Enfin, l'autre aussi, important, c'est que la jaquette d'hôpital se détache par l'arrière, donc c'est plus facile de l'enlever si on a besoin, de faire des interventions. Tandis que votre propre jaquette, on doit vous la passer par-dessus la tête et à ce moment-là, on est obligé de la couper si on est dans une urgence et on ne veut pas faire ça. Alors, ce que je vous recommande vraiment, c'est de mettre la jaquette d'hôpital pendant le travail et votre accouchement. Et de toute façon, on va vous la changer à plusieurs reprises. Si jamais elle est teintée de sang, si jamais il y a des évacuations d'urine ou de sel pendant votre accouchement, ben, c'est beaucoup plus facile de la changer que de changer votre propre jaquette. Donc, mais en postpartum, ne vous gênez surtout pas pour apporter vos propres vêtements, jaquettes, pyjamas ou autres. Alors voilà pour les questions.